En préparation ici, d'un côté, nous avons du Marc avec des préparations du soleil levant, de l'Empire du soleil levant. À côté de lui, nous avons du Eric avec un énorme Spitfire. Et puis juste à côté, la légende du coin, si j'ose dire, Luc, en tenue d'époque, par-dessus le marché, avec le fameux C47. On en reparle dans une seconde, à tout de suite. Et Marc monte en piste avec son Nakajima KI-27. Eh oui, Nakajima et non pas Mitsubishi. Non, ce n'est pas un zéro. Non, tous les avions japonais n'étaient pas des zéros, loin s'en faut. Mais les confusions sont parfois faciles car la plupart d'entre eux, c'est vrai, étaient équipés de carbomoteurs tout ronds, abritant des moteurs en étoile pour l'immense majorité d'entre eux. Et donc ce qui fait que pour eh bien, l'amateur un peu moins averti, la confusion peut être aisée. La particularité de celui-là, vous le voyez, eh bien, le train d'atterrissage est dit fixe et pantalonné. Autrement dit, il ne rentre pas et il y a des carénages dessus pour améliorer la finesse de l'appareil. Top décollage. Alors évidemment, moins connu que le célébrissime Zéro, mais mine de rien, le KI-27, eh bien, il y a quand même que 3400 exemplaires produits de 1937 à 1942, hein, c'est pas n'importe quoi. Pour tout vous dire, c'était même le chasseur le plus répandu dans l'armée impériale japonaise jusqu'en 1940, mais oui, même s'il a volé avec son frère d'armes des Zéro, notamment lors d'un certain 7 décembre 1941 au-dessus de Pearl Harbor, eh bien, c'est vrai que son aura a été quelque peu éclipsée par le fameux Zéro dont nous reparlerons. Ici, le Nakajima, regardez ça, eh bien, une machine donc beaucoup moins connue, sauf par les modélistes, parce que celui de Marc, mon Dieu, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans qu'on le connaît, c'est un immense classique, c'est peut-être le seul Nakajima européen, ou en tout cas sur le continent, à ma connaissance, une machine pour le grandeur, c'est un petit peu l'équivalent, justement, du A5M de la marine japonaise, qui utilisait au départ le Zéro. Mais de rien, je vous disais, mais cet avion a quand même combattu en Chine, en Manchurie, aux Philippines, en Birmanie, en Malaisie, donc c'est quand même un authentique gardeur de bien rentré dans les temps d'histoire. Et comme ce collage, c'était la légende, regardez. Luc qui se colle avec le C47, évidemment C comme cargo, autrement dit avion de transport, c'est tout simplement la version militaire du fabuleux DC-3. Le fameux DC-3, l'avion de transport mythique des arrêtements DC, voulant dire à cette époque-là, doublage commercial, c'était le doublage DC-3, héritier du DC de lui-même, même si c'est une autre histoire. Et bon en piste d'Eric avec un énorme Spitfire, c'est les 3 mètres dans l'allure, le plus gros Spitz présent sur le plateau, l'un des plus gros Warbirds présents. Ne quittez pas dessus le C47 parce qu'il y a quelques surprises à vous montrer, et je ne sais pas si ce sera maintenant ou après. En tout cas, bien évidemment, il se devait d'être aux couleurs du débarquement de l'opération Overlord avec son camouflage traditionnel classique de l'époque. Et le métal gré par-dessus, et bien sûr, les bandes d'invasion blanches et noires sur les ailes et sur le fusillage. Décollage de fumigène allumé pour une mission de couverture de protection du DC-3 par le C-47, puisque lui aussi a les bandes d'invasion sur le fusillage et sur les ailes. On ne quitte pas des yeux le C-47, propulsion électrique s'il vous plaît pour ce très grand modèle réduit. Alors maintenant, peut-être il y a pour cet après-midi, je ne sais pas. Alors vous savez, c'est pas fait 1, 2, 3, et voilà, on drop
c'est parti. Attention. Oui, c'est parti. Comme ça, dans la nuit du 5 au 6 juin et durant toute la journée du 6 juin. Et ensuite, eh bien, il n'y a pas de démarquage qui se sont fait loin, voire très loin pour les parachutistes de la 82e Airborne et de la 100e Airborne, parfois tombés à plus de 10 km de leur objectif de certains se sont noyés dans le mer de Rennes. Et ça, c'était plutôt sur le côté américain de Overlord, complètement à l'ouest, le village de Omaha et de Utah Beach, tandis que le côté anglo-canadien, plus pour nous ici, à Quebec, eh bien, c'était les plages de Juneau, de Gold et de Sword. Mais ça fait partie de l'histoire. Le 47, eh bien, tout le monde l'appelle le Dakota. On oublie parfois eh bien, que c'est pas tout à fait son nom original. Et non, il y a d'autres cas comme ça, où il y a deux noms pour l'avion, et le hasard a donné que le Dakota, c'est en fait l'appellation anglaise de la base. Mais oui, le véritable petit nom du C-47, côté américain, côté original, c'était le Skytrain, le train du ciel. Donc Dakota, Skytrain, Dakota, ou C-47, peu importe, à l'extrémité de C3, mais là encore rendez-vous, c'était son appellation civile. À côté de cela, devant lui, le fabuleux Spitfire d'Eric, une énorme machine, peut-être l'un des plus beaux, en tout cas à mon sens, personnellement et égoïstement, le plus beau Warbird de tous les temps. Cet avion dans lequel il n'y a pas la moindre ligne droite, tandis que Marc passe avec son KI-27 qui vous salue de quelques battements d'ailes. Alors évidemment, on mélange les époques, les théâtres d'opération, les échelles de machines, mais ce n'est pas grave, c'est juste le plaisir de faire voler des modèles d'une courte finale pour les normes C-47 à propulsion électrique, qui est Luc, sous vos applaudissements, atterrissage de combat, décollage d'étoile, la semaine du 6 juin est sortie saluée par le gros, très gros Spitfire MK9, le Mark 9 de Eric. Ah, le Spitfire. Ah, quand Sir Richard Mitchell a commencé à dessiner le plan de cet avion, mais il ne savait pas deux choses. Malheureusement, il ne verrait pas son succès car il est décédé de maladie juste avant le second conflit mondial. Et il n'imaginait pas surtout le succès monumental qu'aurait cet appareil au fil des années, mais nous en reparlerons. Le Nakajima, peu connu mais quelle machine il propose un peu. C'est Marc que vous avez alors ça hurle là, mais ça c'est un petit peu normal, c'est un petit peu... Et lui en fait a changé de vie, c'est lui un matin, il a mis un tout petit peu qui s'est pour améliorer les performances, mais surtout pour le côté spectaculaire. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que ça hurle, ça gueule, ça claque. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait le lit étant un tout petit peu petit, elle tourne un tout petit peu, un petit peu très vite. Et donc en permanence, le bout de paille ce miaulement rageur, ce sont les extrémités des pales qui passent en permanence à grande vitesse la vitesse du son. C'est ça qui fait ce bruit strident pour le côté spectaculaire de la chose, évidemment, pour renforcer l'aspect métal hurlant du Warbird. Alors évidemment, parfois pour les oreilles, c'est un petit peu criard, mais on est là pour du show, on fait du show. Écoutez ça. Très bas, très bas, si vous avez l'occasion de voir de très avion un peu plus avant dans la journée, ne vous en priez pas, tous les détails sont reproduits, bien sûr, les marquages, les camouflages, mais également les panneaux d'arrivée, et puis ce qu'on appelle le whittering en anglais, autrement dit, eh bien, le vieillissement à la patine, la salitude, cet avion a beaucoup volé, soi-disant, quand on voit son bac de place, ça se passe comme ça, à l'époque du second conflit, on n'a pas forcément le temps de passer un coup de pivot sur l'avion. Quelle machine. Et là encore, un atterrissage remarquable, volet atterrissage pour faire chuter la vitesse de la machine, les feux de position et de navigation, tout est reproduit. Bien évidemment, à bord, vous avez un pilote, le tableau de bord complètement reproduit, le cockpit qui s'ouvre, la trappe latérale qui s'ouvre également, tout est fait par un passionné, un amoureux de Warbird et sorti du train devant vous. Pour les papas sont bien descendu, et ça vous montre au passage le seul point faible d'un Spitfire,
à l'instar d'ailleurs de son ami de toujours, le Major 609, eh bien, ce n'est pas l'atterrissage qui serait tracteur avec les roues à l'extérieur. Ce qui veut dire que dans ce qui en position sortie, eh bien, les jambes de train sont assez étroites. Et donc, on a l'impression véritablement d'avoir un avion perché sur des talons aiguilles. En clair, cet avion n'émet pas beaucoup le vent de travers et la grande difficulté, ici où le vent est faible heureusement, mais complètement de travers, ça consiste à ramener l'avion en douceur tant qu'il ne bascule le tunnel sur l'autre. Même problème, même punition pour son ennemi le Major 609, on l'a dit, donc on surveille l'atterrissage de cette énorme machine. Vous imaginez l'inertie et la masse de l'engin, mais là ça vient pas mal, ça vient bien. On descend, on descend, on descend. Atterrissage de piste debout sur le train, on laisse filer et ça se passe bien. C'est Eric, applaudissements s'il vous plaît. Merci pour Luc et son C47, Marc et son Nakajima K27 et puis Eric et son fabuleux Spitfire MK9. On aura bien sûr évidemment l'occasion de revoir bien des Warbird un peu plus avant au cours de la journée. C'est quasiment, non, c'est évidemment un fil rouge obligé aussi accueilli des pistes à et de la vente, voilà. Montons aux pistes d'un autre avion à hélice, tout à fait dans un autre registre. Donc, on en reparle après le décollage. À tout de suite.